Bien, alors, dès le 28 juin, le Premier ministre anglais, donc Winston Churchill, qui avait autorisé l'appel du 18 juin, reconnaît officiellement le général de Gaulle comme chef de tout ce qu'on va appeler les Français libres, c'est-à-dire le gouvernement français en exil, le gouvernement français qui résiste face aux Allemands. De la même façon qu'à Londres, il y avait un gouvernement polonais en exil, il y avait un gouvernement belge, luxembourgeois, norvégien en exil, tous les pays qui étaient occupés par les Allemands. Dès août 1940, le général de Gaulle va rallier certaines colonies de l'Empire français. Alors, en premier lieu, vous avez les territoires des Nouvelles-Hébrides et de Nouvelle-Calédonie, donc dans le Pacifique, qui sont de petits territoires, hein, ce sont des îles et très éloignés de la métropole. Mais plus intéressant, dès 1940, le général de Gaulle va récupérer ce qu'on appelle l'AEF. Donc à l'époque, c'est l'Afrique équatoriale française. Donc les territoires qui comprennent le Cameroun, le Gabon, le Congo, Brazzaville, l'Oubangui-Chari, c'est-à-dire la République centrafricaine et aussi le Tchad. Donc ces territoires de l'Empire français rejoignent le général de Gaulle, font sécession et donc vont grossir le nombre de troupes du général de Gaulle. Et petit à petit, eh bien, ce sont les autres colonies françaises. On le voit hein, au fur et à mesure, hein, avec la légende 41, 42, 43, au fur et à mesure. Donc, on a des territoires qui vont rejoindre la France. D'abord le Liban, puis l'Afrique du Nord, l'AOF, donc l'Afrique occidentale française, Madagascar, la Réunion, et enfin en 43, la Tunisie, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Seule l'Indochine, finalement, restera hors d'atteinte du pouvoir du général de Gaulle et restera fidèle jusqu'au bout au maréchal Pétain, surtout que l'Indochine, en fait, est occupée militairement par le Japon. C'est pour ça que le général de Gaulle n'arrivera pas à mettre la main dessus. C'est que les Japonais ont pris la place finalement des Français en Indochine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en tout cas, pour De Gaulle, c'est intéressant d'avoir avoir vu les territoires de l'AEF se rallier à lui, parce que dès 1940, pardon, progressivement, il va pouvoir installer sa capitale en AEF, et notamment dans la ville du Moyen Congo qui s'appelle Brazzaville. Euh, Ça va lui permettre, donc, comme je vous disais, de grossir ses troupes. Et début 43, on voit que les effectifs des forces françaises libres sont d'environ 70 000 hommes, dont à peu près 40 à 50% de coloniaux. Alors ici, vous avez le général de Gaulle qui passe en revue les troupes des forces françaises libres à Londres, de la même façon que vous le voyez ici où il est en train d'inspecter la 13e DBLE, hein, donc la division blindée de la Légion étrangère, donc les troupes françaises. Mais ces troupes françaises libres sont composées également, comme je vous le disais, de soldats coloniaux. Ici, vous avez par exemple un soldat originaire d'AEF, hein, d'Afrique équatoriale française, et plus précisément du Tchad, parce que c'est la photo d'un soldat tchadien. Et on vous dit, bon, je vous ai dit 50%, ici on vous dit à peu près 60%, les chiffres varient, mais c'est-à-dire sur les 73 000 hommes du général de Gaulle, il y en avait à peu près 30-35 000 qui étaient originaires des colonies, donc principalement des colonies d'Afrique subsaharienne, donc des troupes noires, ou bien de nord-africaines, donc du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie. Alors, ces forces françaises libres, qui sont donc un peu plus de 70 000, ce qui n'est pas grand-chose en fait, hein, quand on met ça en perspective de la Seconde Guerre mondiale, hein. Vous savez, quand les Allemands envahissent l'URSS en 1941, ils envahissent l'URSS avec 2 millions de soldats. Donc vous voyez que les 73 000 hommes du général de Gaulle font quand même pas le figure à côté. Mais bon, c'est un embryon d'armée. C'est une armée, comme vous le voyez, qui est relativement jeune, hein, puisque presque un soldat sur deux a moins de 21 ans. Donc ce sont des gens souvent qui n'ont pas beaucoup d'expérience du combat. À l'immense majorité, ce sont des hommes, hein, mais bon, à peu près 10% sont des femmes hein, qui font des tâches administratives, qui jouent le rôle d'infirmière ou parfois même de chauffeur. En 1943, on vous dit qu'à peu près un homme sur 10 qui s'était engagé dans les forces françaises libres a perdu la vie. Alors, ces personnes qui se sont engagées dans les forces françaises libres, une enquête a été faite sur un échantillon d'à peu près 450 ex-FFL pour savoir pourquoi ils s'étaient engagés chez les FFL. Et donc, on voit que pour un tiers d'entre eux, c'était restaurer l'indépendance de la France. Donc, il y avait vraiment cette idée de chasser les Allemands. En lien avec cela, il y avait lavé la défaite de 1940. Donc, plus d'un Français sur deux qui s'engageait avec De Gaulle avait l'idée de laver la défaite ou de restaurer l'indépendance de la France.
Certains l'ont fait simplement parce qu'ils l'ont fait pour De Gaulle, hein, ils suivaient De Gaulle. D'autres l'ont fait contre le nazisme, contre l'Allemagne. Certains pour la République et la démocratie, d'autres pour le goût de l'aventure, tout simplement. Il y a des gens, des jeunes notamment, qui ont le goût de l'aventure, la découverte de l'ailleurs, et certains contre Vichy. Alors beaucoup, évidemment, cumulaient plusieurs de ces critères, hein, d'où des chiffres qui ne correspondent pas forcément au pourcentage. Ces forces françaises libres vont petit à petit être intégrées aux forces britanniques, hein, et vont participer à des combats, notamment en Afrique du Nord. Ici, donc, vous avez la célèbre victoire des forces françaises libres à Bir Hakeim. Donc, Bir Hakeim, c'est en Libye. Ça a été une bataille qui a été très importante parce que les troupes allemandes du général Rommel étaient 3 à 4 fois plus nombreuses, plus puissantes, mieux armées. Et les Anglais avaient confié une mission aux Français, c'était de ralentir 2 ou 3 jours maximum les troupes de Rommel pour les empêcher d'avancer dans le désert et surtout donner le temps aux Britanniques d'organiser la défense sur la route du canal de Suez. Et finalement, les Français vont tenir plusieurs semaines. Donc, les Français vont être célébrés par la presse britannique et ça va être un peu une première victoire symbole des Français qui refont parler de la France positivement, alors que jusqu'alors, elle était plutôt humiliée. Donc pour le général de Gaulle, cette victoire est hautement symbolique, hautement importante, car elle montre que de nouveau, il va falloir compter sur l'armée française, car cette victoire de Bir Hakeim, ou du moins cet exploit d'avoir tenu plusieurs semaines face à des forces très supérieures en nombre et en armes, ont permis la victoire décisive, par contre, des Anglais à El Alamein face aux Allemands et aux Italiens. Alors ces FFL, hein, vont participer sous le commandement anglais à de nombreuses campagnes, hein, qui vont les mener finalement de l'Afrique à l'Europe. Donc en Afrique, hormis Bir Hakeim, vous avez aussi la célèbre bataille de Koufra. Puis ensuite, quand les troupes des FFL seront engagées lors de la libération de l'Italie, il y aura la très célèbre bataille du Monte Cassino, hein, des batailles les plus terribles de la Seconde Guerre mondiale, où les forces françaises libres se sont particulièrement illustrées au prix aussi de nombreuses vies. Et c'est une bataille, si vous avez vu le film Indigène, qui est parfaitement illustré par ce film, parce qu'on voit effectivement que de nombreuses troupes d'origine coloniale ont participé à cette bataille en Italie. Donc le fait que les Français participent au combat aux côtés des Alliés, ben, ça renforce de plus en plus la légitimité de De Gaulle en tant que chef des Français libres euh, et chef notamment de la résistance extérieure. Et ça, il va devoir se battre pendant toute la Deuxième Guerre mondiale pour assurer sa légitimité, hein, parce qu'il y a quand même toujours un pouvoir en France légitime, théoriquement, et notamment les Américains et leur président Roosevelt se méfieront toujours de ce De Gaulle que Roosevelt considérait comme un apprenti dictateur. Donc De Gaulle va devoir redoubler de vigilance et être le plus convaincant possible pour pouvoir outrepasser ces réticences qui étaient fort nombreuses du côté des Alliés. Alors De Gaulle, il incarne la résistance, mais hors du territoire, puisque sa capitale, dans un premier temps, c'est Londres, puis ça devient Brazzaville, puis un peu plus tard, ce sera Alger. Donc au fur et à mesure que les territoires seront libérés, notamment les territoires, les anciennes colonies françaises, eh bien De Gaulle va déplacer sa capitale pour se rapprocher au plus près de la métropole. Mais sur le territoire national, il y a également des mouvements de résistance, hein. Alors cette résistance au début, une fois que les Allemands ont signé l'armistice le 22 juin 1940, euh, ça peut être des actes très minimes, hein, chanter la Marseillaise ou déposer des fleurs le 11 novembre alors que les Allemands l'avaient interdit. Ça peut être écrire sur un mur à bas l'Allemagne. Voilà, ce sont des actes de résistance. Ça peut être aider un prisonnier qui s'est échappé, par exemple, d'un convoi de prisonniers, à se cacher pendant 1 ou 2 nuits dans sa grange, si on est un fermier. Vous voyez, on devient paysan, en fait, on devient, pardon, paysan, on devient résistant, parfois par le fruit du hasard, et une fois qu'on est engagé là-dedans, ben, on sait qu'on ne peut plus faire demi-tour. Mais la résistance sur le territoire national est surtout en zone occupée, puisque dans un premier temps, jusqu'en novembre 1942, seule la moitié nord du territoire est occupée par les Allemands. Il y a une première résistance qui voit le jour, donc dès 1940. Donc des actes isolés en petits groupes, par exemple au Musée de l'Homme à Paris, eh bien, dès l'appel du 18 juin, il est entendu par plusieurs membres du Musée de l'Homme, dont une bibliothécaire, 2 ethnologues. Et donc ces membres du Musée de l'Homme vont faire à la fois des actions de propagande, hein,
donc des tracts, des journaux de résistance, contre évidemment l'occupation allemande, hein. Ils vont faire également du renseignement, donc c'est une action très importante pour la résistance, hein, c'est-à-dire de prévenir Londres de, par exemple, combien d'Allemands sont installés dans telle caserne, quelles sont les personnes qui sont tombées aux mains des Allemands, et quelles sont les actions commises par les Allemands, etc. Donc faire du renseignement. Ils vont contribuer également, ce réseau du Musée de l'Homme, à l'évasion de prisonniers de guerre. Ces embryons de résistants vont être rejoints par les communistes, surtout à partir évidemment du 22 juin 1941. Parce que qu'est-ce qui se passe le 22 juin 1941? Eh bien, Hitler rompt le pacte de non-agression qu'il avait signé le 23 août 1939, le pacte Ribbentrop-Molotov, hein, avec l'URSS. Il attaque par surprise l'URSS, et dès lors, eh bien, les communistes français, qui jusqu'alors avaient un peu, ne savaient pas trop quelle position adopter, pardon, parce que ils avaient à la fois leur fidélité de communistes, et leur fidélité de communistes leur dit d'obéir à Moscou et aux ordres de Staline, et donc Staline est l'allié d'Hitler, et à la fois, eh bien, en tant que Français, eh bien, ils ont forcément du ressentiment avec l'occupant allemand, l'occupant en plus qui est nazi, fasciste, donc quelque chose qui est fondamentalement opposé à leur idéologie. Donc jusqu'à 1941, ils sont fort embêtés parce que eh bien, Staline et le Parti communiste de l'URSS sont alliés, entre guillemets, avec l'Allemagne, et donc ils ne peuvent pas agir officiellement contre l'Allemagne. Mais à partir du moment où l'Allemagne attaque l'URSS, alors là, les communistes français sont d'ailleurs activement recherchés par les Allemands, puis par la police de Vichy, et donc les communistes français vont, pour beaucoup, rejoindre la résistance. Parce que de toute façon, s'ils ne rejoignaient pas la résistance, ils seraient arrêtés, mis dans des camps ou déportés parce qu'ils seraient prisonniers politiques. Donc on va dire qu'ils n'ont pas forcément non plus le choix. Ils vont former un important groupe résistant, peut-être même le plus important, qu'on appelle les résistants FTP, c'est-à-dire francs-tireurs partisans. Donc c'est un important groupe de résistance en France. Et on peut remarquer qu'avec le temps, donc, la résistance française va se structurer de plus en plus au sein d'organisations qu'on appelle des réseaux spécialisés. Alors ces réseaux spécialisés, ils le sont dans des opérations militaires, euh, et leurs actions sont diverses, comme on va le voir sur les photos suivantes. Alors ça peut être l'impression, par exemple, d'un journal clandestin, chose évidemment qui était interdite, hein, la presse était surveillée, contrôlée par les nazis. Ça peut être faire sauter des ponts pour gêner les transports de troupes ou de matériel allemand. Donc là, ici, par exemple, vous avez des actes de sabotage qui ont été commis contre l'occupant par les résistants fin août 1944 pour empêcher la Wehrmacht de s'opposer à la progression des Alliés dans leur remontée vers Lyon depuis la Méditerranée. Donc ça, c'est un acte de résistance important. Ça peut être aussi eh bien, résister militairement, hein, notamment au sein des maquis. Donc les maquis, ce sont des végétations épaisses, donc où vont se cacher les hommes, ben, parce qu'il est plus facile de se cacher dans des bois, dans des forêts, dans des montagnes, dans des lieux isolés, plutôt que de se cacher en plaine, là où vous avez très peu d'endroits à couvert. Alors ici, vous avez un exemple de maquis, hein, à Venelle, hein, près d'Aix-en-Provence, en 1944. On voit que les résistants, hein, ce sont des gens souvent très jeunes, pas très bien équipés, hein. On voit qu'ils sont habillés en tenue de tous les jours, quasiment. Ils sont peu armés et on voit dans quel type de végétation ils se trouvent, hein, ce qu'on appelle le maquis. Ces résistants, on le voit également sur cette photo que je vous ai déjà montrée, hein. On voit la jeunesse de ces hommes, hein, qui, pour beaucoup, ont moins de 30 ans et ont souvent très peu d'expérience au combat. Tous n'ont pas forcément fait leur service militaire. Alors les résistants vont donc, comme on a pu le voir, faire des journaux clandestins, diffuser leurs idées, soutenir de plus en plus ouvertement De Gaulle. Certains vont aussi fabriquer des faux papiers. En Limousin, parmi la résistance, eh bien, il va y avoir la destruction de machines agricoles dans les exploitations qui devaient fournir, par exemple, du fourrage aux bêtes allemandes, ou bien de la nourriture pour les Allemands. Vous savez, la résistance, c'est vraiment quelque chose de très vaste, hein. Ce n'est pas uniquement faire sauter des voies ferrées, des ponts ou tuer des Allemands.